Alors j'en viens rapidement à ce soir. Olivier Barbaran, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, donc je vais être très bref pour dire la haute estime que je porte à ses travaux. Ces travaux, alors, il a d'abord été, mais je dis d'abord, c'est pas dans l'ordre d'importance, et au contraire, je commence par le professionnel. Il a d'abord été un très grand prof de Cagne, de lettres, et puis il est devenu inspecteur de l'éducation nationale. C'est en plus celui qui a, je vous disais tout à l'heure, a fait une conférence superbe sur Aurélien, que vous pouvez trouver en livre, et qui s'appelle Aurélien, la poésie, Paris Poésie, voilà. Aurélien, Paris Poésie, voilà. Et puis, évidemment, qui a fait l'édition, qui a été le responsable de l'édition des œuvres poétiques complètes dans la bibliothèque de la Pléiade. Et alors, je crois même pouvoir dire, peut-être, je ne sais pas, ce sera un scoop, je ne sais pas, qu'il est en train de préparer un nouveau tome des œuvres d'Aragon dans la Pléiade. Vous savez que jusqu'à présent, vous avez 5 tomes de romans, puis 2 tomes de poésie, et Gallimard a craqué, il y aura un tome, on en aurait voulu 2, mais il y en aura un, des écrits critiques, par exemple le traité du style, etc., qui n'était pas et difficilement trouvable jusqu'alors. Voilà. Mais au-delà d'Aragon, ce que je veux surtout dire, c'est que Olivier est et c'est ça le plus important à mes yeux, c'est un magnifique poète. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je voudrais vous dire que vous pouvez trouver comme une synthèse de tous ces écrits, enfin un petit résumé de certains des recueils qu'il a déjà publiés dans la collection Poésie de Gallimard. Ça s'appelle Ode dérisoire. Et vous avez là en particulier ces élégies étranglées, qui est son dernier texte écrit. Et puis j'ajouterai, moi, la tendresse toute particulière que j'ai pour 2 livres. Tu me permets de... C'est pas... pour 2 livres de toi, mon cher Olivier, c'est 12 lettres d'amour aux soldats inconnus, hein, que vous trouverez aux éditions du Champ Vallon. Magnifique texte, alors très parisien, pour le coup. Et puis, un autre livre, plus autobiographique, qui s'appelle « Je ne suis pas Victor Hugo ». Voilà, aux éditions du Champ Vallon. Alors, écoutez, après ces propos, eh bien, je crois que le plus simple, c'est de lui donner la parole pour vous parler d'Aragon dans la Seconde Guerre mondiale, et puis, en particulier, dans Le Crève-Cœur, qui est le livre de sa quarantaine en l'an 40. Voilà, merci. À toi, mon... Merci, cher Bernard. Oui, Aragon et la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions pas la possibilité de rester 48 heures ensemble, donc il faut s'en tenir à une coupe chronologique, d'autant que Pierre Juquin se chargera du reste. J'étais très très heureux de pouvoir travailler sur ma quarantaine en l'an 40 et de m'y tenir, c'est-à-dire d'essayer de tenir cette année 40 et dans la vie d'Aragon et dans l'œuvre d'Aragon, et de pouvoir prendre en charge un crève-cœur sur lequel j'ai évidemment travaillé, mais moins sans doute que les yeux d'Elsa, et pour lequel j'ai eu pour ma part grand plaisir à me replonger en essayant de travailler pour vous. Une information anecdotique, mais néanmoins importante. Je ne sais pas ce que donnera cette soirée. Moi, j'ai déjà au moins un bonheur, c'est celui d'avoir retravaillé le crève-cœur, et d'autre part d'avoir dû me racheter une édition Poésie Gallimard, tant quand j'ai voulu reprendre des notes sur le livre, ce qui ne se fait pas, paraît-il, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus les distinguer des autres notes que j'avais déjà prises, puis des autres notes que j'avais prises pour d'autres circonstances, et que ce serait illisible. Donc nous avons en plus les moyens d'avoir une nouvelle édition. Enfin, moi, je ne la connaissais pas avec cette couverture-là, elle est peut-être depuis assez longtemps. Moi, j'avais une autre couverture, et c'est sur celui-ci que je m'appuierai. Alors, ce qui me fait très plaisir dans cette quarantaine en l'an 40, ce sont 2 choses. C'est que d'un point de vue historique, je crois que nous avons tous une mémoire collective fondée sur la guerre, où l'on se souvient assez bien, et même très bien, et ça a été presque repétri par la mémoire nationale et par tout le travail culturel, du cinéma, du film. On voit bien la résistance, on voit très très bien
la libération. On voit un peu l'exode dans la première période, mais je ne suis pas sûr qu'on ait tous les idées, en tout cas dans ma génération, les idées aussi claires et des représentations aussi limpides pour cette période étrange de 1939-1940, cette période de la drôle de guerre, cette période de la fin d'un régime. Et très souvent, quand on discute avec des élèves, en tout cas, on voit bien qu'ils connaissent bien la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'ils connaissent bien la Deuxième Guerre mondiale à partir de Pétain, qui semble un peu sorti comme ça de la catastrophe et de la défaite. Il est très intéressant, je crois, de revenir, et avec Aragon, comme toujours, puisque pour moi il a d'abord été cela, il a d'abord été un immense poète, mais pour le travailler, j'ai eu l'impression qu'il était un extraordinaire professeur d'histoire à sa façon, ou en tout cas un introducteur à la complexité de l'histoire. Et il me paraît intéressant de pouvoir replonger avec lui dans cette complexité. L'autre raison, c'est que ma quarantaine en l'an 40, qui est un vers qu'il utilise dans un des poèmes du Crève-Cœur, pour dire j'oublierai ma quarantaine en l'an 40, est un trait exact, né en 1897, en 1939-40, il a donc 42-43 ans. Il est donc de cette génération toute particulière qui a connu les deux guerres, d'où le 20 ans après par quoi s'ouvre le Crève-Cœur, 20 ans après la démobilisation en 1919, en 1939 le revoilà de nouveaux soldats mais lestés de 20 ans d'histoire. Et le Crève-Cœur est pour moi une source qui a été d'abord l'objet d'un émerveillement, mais au bout d'un moment, quand on cherche, on ne croit plus vraiment au miracle, c'est que sort tout armé, d'un côté on a un Pétain qui sortirait tout armé de rien, et de l'autre sort tout armé, de l'autre côté pourrait-on dire, sort tout armé soudain, un poète, en pleine possession de ses moyens, mais dont il faut se souvenir, et là il faut faire peut-être un effort, qu'il a pu terriblement surprendre. La première édition du Crève-Cœur, après les publications en revue dont je vais vous parler, était une édition dans la collection Métamorphose de chez Gallimard, tenue par Paulan, dirigée par Paulan, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la main tout à fait ni sur la NRF, ni sur toutes les éditions. Cette notion de métamorphose, c'est vraiment ce qui a évidemment est apparu à tous. Paulan était médusé par ces vers un peu classique d'Aragon, par ce retour de la métrique, ébloui par cela. Gide a pu dire « je le croyais perdu, il ne l'est pas du tout ». L'admiration de tous les grands écrivains a été immédiate, et c'est bien l'Aragon que nous connaissons. L'Aragon du roman inachevé, d'Elsa, du fou d'Elsa, jusqu'aux adieux. Cet Aragon du vers qui réussit à imposer à un instrument qui semble ancien et dont la modernité s'était détournée, toute une nouvelle modernité. La voix d'Aragon, celle à laquelle il est identifié, je ne minimise pas sa poésie surréaliste, mais ce qui l'identifie, la signature de sa parole, c'est ce qui apparaît avec le Crève-Cœur et ce qui apparaît alors qu'il n'avait pas donné de vers depuis longtemps et jamais sous cette forme-là. Alors il y a une sorte de miracle de pouvoir saisir la naissance même d'une réalisation poétique qui sera l'art poétique, qui pourra bouger, évoluer avec les circonstances, mais qui sera tout de même pleinement l'esthétique d'Aragon qui se cristallise. Avant, il a pu avoir une esthétique qui se cherchait avec le dadaïsme, qui se cherchait avec le surréalisme, qui s'est cherché dans les alentours de la poésie militante ou d'un futurisme à la Mayakovsky. Là, il est lui-même, pleinement lui-même. Il est assez beau de se dire que 1940, c'est 43 ans donc, et qu'il reste à Aragon 42 ans à vivre. Il meurt en 85. Ce dont je vais vous parler, c'est donc d'un poète qui est en plein midi de son existence, dans le minuit de l'histoire. Et c'est cette tension entre ce minuit d'une existence et ce minuit d'histoire qui, à mon avis, fait l'immensité du Crève-Cœur. Je vais essayer de concilier ce que je ne sais pas bien faire, c'est-à-dire que je ne suis pas historien, mais l'arrière-plan historique, à la fois qui éclaire le Crève-Cœur, mais qui parfois est éclairé par le Crève-Cœur, puisque je crois que la poésie dit quelque chose de l'histoire. Et puis nous essaierons de cheminer ensemble vers ce qui continue d'être profondément actuel, c'est-à-dire ce qu'il en est d'une poésie qui résiste. Alors on ne va pas parler de la résistance d'Aragon, mais bien de l'entrée en résistance d'une poésie qui résiste, et qui résiste parce qu'elle consiste. Alors essayons de nous représenter d'abord, dans un premier temps, ce qu'il en est d'Aragon en 1939. Pour commencer, et pour parler précisément de cette entrée en poésie qui personnellement m'éblouit, ce retour à la poésie, je voudrais simplement citer 3 échanges d'un document essentiel qui est la correspondance générale Aragon-Paulan-Triolet que notre ami Bernard Leuillot avait publié. J'en profite pour placer, mettons, notre rencontre sous le signe ou sous la mémoire de Bernard Leuillot qui nous a quittés et qui était un grand universitaire hugolien et dont les recherches, quand il s'est
portés vers Aragon ont été d'une érudition méticuleuse et absolument implacable. Et il nous a donné la chance de pouvoir disposer de la correspondance très précise sur d'abord les années 20, mais un tout petit peu, mais surtout, le plus intéressant, c'est la réconciliation qui se joue justement en 1939, qui commence avec une commande à Elsa Triolet d'un texte consacré à Maïkovski pour la NRF, texte qui d'ailleurs ne va pas s'en poser de problème parce que Elsa Triolet n'est pas contente de la traduction qui est faite par quelqu'un d'autre, elle n'est pas non plus très très contente, il faut le reconnaître, des coupes qui sont imposées à son écriture, la susceptibilité est en jeu, les relations avec Gallimard ne sont pas encore vraiment réconciliées depuis la rupture très très violente et le procès qui a eu lieu dans les années 30, mais Paulan écrit ceci, en passant par Elsa Triolet, Aragon n'est pas encore mobilisé. Cette phrase extraordinaire du 26 mars 1939, je suis ennuyé qu'Aragon n'écrive plus de poèmes. Il doit absolument en écrire. Et il est en train de s'approcher des Voyageurs de l'Impériale, le dernier roman d'Aragon. Il est vrai qu'Aragon écrit des romans et est plus connu pour ses romans qui sont des triomphes dans les années 30 que pour sa poésie alors. Mais lui a l'intuition de ceci. Et le 30 octobre 1939, Elsa Triolet répond à Jean Paulan, « Louis fait des poèmes puisque vous voulez que ce soit ainsi. » Puisque vous voulez que ce soit ainsi, ne pas apprendre au sens propre, Aragon ne s'est pas dit « Paulan me donne des devoirs, je vais écrire des poèmes. » Et elle ajoute « Des poèmes d'amour, alexandrins, etc. » Ce qui marque les deux dimensions peut-être, poèmes d'amour, alexandrins, etc., qui marque l'étrangeté et puis le ton à la fois toujours un peu léger et en même temps d'une extraordinaire précision par lequel Elsa Triolet peut pointer la nouveauté radicale, très singulière de ses poèmes. En voici deux d'Aragon, les voulez-vous? Bon, évidemment, Paulan les prend, ils seront publiés dans la NRF un peu plus tard. Ce sont deux des trois premiers poèmes du Crève-Cœur qui se donneront lieu à un ensemble de 3 pièces qui paraîtront dans la NRF peu de temps après, qui sont donc le début du texte. 20 ans après, J'attends sa lettre au crépuscule et Le temps des mots croisés. Et le troisième échange, c'est la réponse de Jean Paulan qui dit les poèmes de Louis sont déchirants. Bon, des adjectifs. Vous voyez, il suffit de se souvenir de leurs échanges et on pourrait peut-être s'arrêter là. Poèmes d'amour alexandrin, etc. Déchirant. Voilà, c'est fini, le Crève-Cœur a donc répondu. Je vais essayer quand même de développer un peu davantage. Où en est précisément Aragon, littérairement et intellectuellement, lorsque la guerre le saisit et lorsqu'il va partir de nouveau, 20 ans après, à sa guerre. Rappelons rapidement la reconstruction d'un être, puisque j'ai parlé d'un être en son plein midi. La rupture avec les surréalistes n'a pas été simplement une rupture esthétique des avant-gardes, ça a été une rupture biographique dans la vie qui a mis en péril, même de façon jusqu'à économique, l'existence d'Aragon et d'Elsa Triolet. Cette rupture coïncide pas exactement, mais en tout cas, il y a une série de ruptures à la fin des années 20 et dans le début des années 30 d'un être qui va se refaire, qui va se reconstruire, se reconstituer pleinement, comme Aragon est sujet à cela, avec une capacité de réinvention de soi et de métamorphose très grande. Du point de vue de la reconnaissance institutionnelle et intellectuelle, il y a une montée en puissance d'un être qui se réalise à l'âge adulte de façon considérable. Si on pense à la personne un peu perdue pour la littérature en tout cas, ou qui semblait ne plus être dans les réseaux et dans les constructions intellectuelles, penser qu'en quelques années, par le biais à la fois de son travail militant, de son implication dans la lutte antifasciste, de son intégration de plus en plus grande dans les sphères culturelles du Parti communiste, il a pu devenir un co-directeur de journal, et d'un journal important ce soir. Il est le prix Renaudot 36 pour les beaux quartiers. Sa surface est considérable, il dialogue et il organise même les congrès parmi les premiers d'entre eux. Donc la personne s'est reconstruite pleinement, est un intellectuel déjà parfaitement identifié et un écrivain évidemment reconnu, mais vous l'avez vu, reconnu par le biais du roman. Et ce sont ces romans successifs qui l'ont aidé à se reconstruire. Il n'en ira pas de même pour une poésie qui semble, elle, plus en recherche, plus difficile. Et je renvoie là au fait qu'entre des poèmes que je continue de penser médiocres, parce qu'Aragon l'a dit lui-même, Aux enfants rouges, qui étaient des petits poèmes militants un peu tonitruants, en passant par Oural, qui est une tentative intéressante mais inaboutie, ou en tout cas on n'entend pas la voix d'Aragon,
il n'y a pas véritablement une poésie qui s'effectue, et même les textes que nous avons pu republier dans la Pléiade d'un volume qui dit assez la tonalité poétique dont Aragon a caressé le projet, qu'il a même laissé déclarer achevé de façon un peu complexe, si bien qu'il y a quelques achevés d'imprimer ou du même auteur, vous voyez parfois apparaître ce titre comme un apparaître alors qu'il n'est pas paru, et même en URSS c'était paru. Donc ce livre fantôme, déclaré apparaître, parfois déclaré paru, dont nous avons essayé de reconstituer grâce aux travaux d'Édouard Ruiz les traces, et qui sont un peu sa production poétique de ces années-là, s'intitule « Les communistes ont raison », et donne lieu à des poèmes où l'on voit peut-être s'esquisser quelque chose d'un vers, mais qui n'a absolument pas l'éclat, l'évidence, la simplicité, la romance immédiate des vers du Crève-Cœur, qui reste cependant quand même un peu un miracle de ce point de vue. Et le fait même que ce livre n'ait pas abouti dit quelque chose d'une poésie un peu en panne, un peu arrêtée. Mais s'il est évidemment un écrivain de premier plan, parfaitement reconnu, réidentifié, Aragon est aussi dans un militantisme compliqué, ou en tout cas un militantisme qui ne va pas lui faciliter la vie. Si on les reprend précisément au début de cette guerre de 39, elle commencerait, cette guerre de 39 pour nous, peut-être dès le début de l'année, en janvier et février 39, quand le 1er et 2 février 39, Aragon et Elsa Triolet sont à la frontière espagnole pour l'accueil des réfugiés, et pour l'accueil de ces réfugiés républicains dont on sait que le sort qui leur sera fait en 1939 par la France n'est pas des plus glorieux, et où le mot, par exemple, bien entendu pas d'extermination, mais le mot camp de concentration existe pour héberger tous ces républicains. Et donc la découverte avec une certaine forme de répression, de cantonnement, de suspicion politique s'effectue évidemment. Et s'effectue évidemment de façon très grande. D'autre part, on peut dire que juste avant les poèmes du Crève-Cœur, qui vont être précisément ceux de la drôle de guerre, puis de la défaite, puis de l'entrée en résistance, qui sont en gros écrits en un an, de septembre-octobre 1939 à septembre-octobre 1940. Juste avant cela, si on les prend juste au seuil de cela, l'événement majeur, c'est évidemment le fait que fin août 1939, dans la complexité du montage politique de ce qui précède la guerre, l'annonce d'un pacte de non-intervention ou de non-agression germano-soviétique conduit à ce que Aragon titre en ayant, alors qu'il n'avait pas eu contact, il l'a plusieurs fois dit avec son parti, il a donc dit ce que lui, militant et intellectuel, pensait, sans avoir eu le temps de régler peut-être les discours, mais le discours qu'il tenait était le même que celui qui était tenu alors par son parti, donc un discours, évidemment, disant l'accord avec ce plan, en estimant que ce plan n'était pas contradictoire avec la lutte antifasciste. C'était le discours d'Aragon, et c'était le discours tenu alors par le Parti communiste, non sans déchirures internes, sur lesquelles on pourrait revenir. Aragon a donc fait dans ce soir un éditorial assez fort qui a immédiatement conduit à ce qu'il soit dénoncé, et même plus que dénoncé, menacé par l'extrême droite. Les rouges sont donc passés à l'ennemi, et c'est cet argument qui servira à une grande répression anticommuniste d'une grande violence. Si bien que l'Aragon, très installé, doit, pour les derniers jours d'août et les premiers de septembre, être réfugié auprès de l'ambassade du Chili, sur l'hospitalité de Neruda, ne peut pas forcément se promener tranquillement dans Paris, parce qu'il a une position politique qui est visiblement menacée et menaçante. D'autre part, il va y avoir une période, cette fois-ci, de vraie répression. Mais pour comprendre vraiment cette période de répression, pour éviter qu'on ne parle que du pacte germano-soviétique, qui a été un élément évidemment complexe et déclenchant, essayons de nous souvenir précisément, je le dis notamment pour, j'allais dire les plus jeunes d'entre nous, mais ils sont moins nombreux que du temps des Cagneux, mais il y en a peut-être, essayons de nous souvenir tout de même de cette période très curieuse, de cette année 39 très très curieuse, avant d'en venir à la réaction d'août-septembre 1939. Une date pour moi est essentielle, c'est novembre 38, ça va faire, je ne sais pas bien compter, 80 ans, donc ce sont les décrets rénaux de novembre 38 qui sont la manière d'effacer les acquis du Front populaire de façon brutale par un retour sur les décrets horaires, une semaine repassant à 48 heures, les heures supplémentaires qui ne doivent pas
être refusé pour des nécessités. Et le 30 novembre 1938, le combat syndical donne lieu à une grève qui conduira à une considérable répression. D'une certaine façon, on peut dire que l'année 39 est marquée, 38-39 sont marqués très très précisément par la volonté d'en finir avec le Front populaire. Qu'il y ait des époques comme ça qui soient marquées par la volonté d'en finir avec des acquis sociaux pourrait peut-être résonner à nos oreilles, mais ce n'était pas forcément ce jeu de miroir auquel je voulais me prêter ce soir. Si l'on ne tient pas compte de cette volonté très très massive de détruire pied à pied les éléments du Front populaire, si on ne comprend pas que ça a été joué de façon dramatique, tragique, violente et par une guerre civile en Espagne, mais qu'il y avait une guerre sociale de même nature en France, alors évidemment on ne comprend pas vraiment pourquoi la première urgence au moment de l'annonce de fin août, ça a été d'établir une répression, d'interdire des journaux et de disqualifier publiquement une partie du peuple français en disant qu'ils étaient le camp de l'ennemi. Il y a donc un positionnement par l'internationale communiste des accords, et il y a d'autre part une exploitation évidente, quoi qu'on en pense, de ces accords pour construire cette répression qui avait déjà eu lieu précédemment. J'ai repensé beaucoup en relisant le Crève-Cœur à un témoin qui n'est pas du bord d'Aragon, mais dont la trajectoire est un peu parallèle. Je vous invite, quand vous aurez lu Crève-Cœur, d'abord Aragon tout de même, mais à replonger dans l'étrange défaite de Marc Bloch. Marc Bloch est un intellectuel, antifasciste, beaucoup plus modéré et, dirait-on, un peu libéral au regard d'Aragon, inscrit dans l'institution de l'université française et qui deviendra résistant et dont on sait qu'il sera torturé à Lyon et qu'il y mourra. Dans l'étrange défaite, Marc Bloch, qui est aussi, comme Aragon, quelqu'un qui a fait les deux guerres, un intellectuel qui a fait la Première Guerre mondiale et qui refait la Deuxième, qui est plutôt modéré politiquement, utilise ces termes à propos de l'époque historique, et c'est un historien qui parle. Je trouve que c'est d'une modération qui résume à peu près tout. On saurait difficilement exagérer l'émoi que, dans les rangs des classes aisées, même parmi les hommes en apparence les plus libres d'esprit, provoqua en 1936 l'avènement du Front populaire. Quiconque avait 4 sous crut sentir passer le vent du désastre, et l'épouvante des ménagères dépassa, s'il était possible, celle de leurs époux. Cette petite remarque lui permet de situer parmi les causes à ses yeux de la défaite et de l'étrange défaite qu'il a connue, cette division interne de la France et cette volonté de régler son compte au Front populaire qui est le signe avec lequel il faut penser les aventures étranges du point de vue historique de ces années 38 et 39. Donc, à partir de l'éditorial de ce soir, intitulé « Vive la paix », en effet, mais qui disait bien en même temps que si Hitler mettait en branle ses armées, le peuple héroïque français serait face à lui, donc qui ne rompait rien du travail antifasciste. Aragon a voulu écrire un deuxième texte pour définir justement cette lutte antifasciste et cette cohérente, mais il n'a pas été publié puisque le journal a été aussitôt censuré. Il est donc sans son journal, réfugié d'abord à l'ambassade du Chili, qui à l'époque était une ambassade qui pouvait héberger un Aragon. Il sera ensuite témoin de cette sorte de répression très très brutale qui s'abattra. On rappelle simplement que le 2 septembre, le groupe communiste avait voté les crédits exceptionnels demandés par Daladier, montrant un geste d'unité nationale, que le 25 août, nous avons une déclaration de Maurice Thorez disant que si Hitler, malgré tout, déclenche la guerre, alors qu'il sache bien qu'il trouvera devant lui le peuple de France et les communistes au premier rang, il n'empêche que le Parti communiste sera interdit, que ses élus seront empêchés de siéger, que d'autres seront arrêtés, que l'humanité sera interdite et censurée. Les chiffres présentés officiellement par le ministre de l'Intérieur Sarraut, celui qui avait déclaré en 1926 « Le communisme, voilà l'ennemi », sont en 1940 de 2778 élus déchus de leur mandat, 11 000 perquisitions, 3 400 militants arrêtés et 1500 condamnés. Il est donc, Aragon, réquisitionné comme soldat, envoyé au 220e régiment qui va siéger à Coulommiers, où il est dit que, d'abord à Coulommiers avant d'aller à Crouy-sur-Ourcq, et où il est clair que ce régiment est un régiment qui rassemble autour de quelques appelés normaux des droits communs et des suspects politiques.
Voilà à peu près où il en est. Et il en est avec cette difficulté aussi d'un appareil du parti qui n'existe que clandestinement et dans une sorte de flottement, évidemment, pour la possibilité de définir une ligne. Cette ligne, ne cachons pas qu'elle sera d'ailleurs évolutive. N'héroïsons rien. La ligne du Parti communiste aura été, pendant toute la période de la répression, une ligne clairement en faveur de l'unité nationale et du combat. Évidemment, au moment où la répression s'abat, d'autres tentatives se diront que peut-être il faut redéclarer, comme le fait l'internationale elle-même, la guerre comme impérialiste. Entre la guerre antifasciste et la guerre impérialiste, la direction n'a pas cessé peut-être de fluctuer au gré aussi des répressions et de la possibilité de tirer une épingle du jeu pour un appareil. Mais de ces débats-là, finalement, Aragon est en partie exempt. Il est envoyé, lui, porteur de son antifascisme, porteur aussi de son constat d'une répression, et devant une période très troublée, puisque c'est à la fois une drôle de guerre, qui sera une guerre express qui se fera tardivement, dans une sorte d'attente, mais dans une attente où il ne faudrait pas croire que nous étions sans a priori ni violence politique et qu'il a fallu attendre la débâcle pour que véritablement une France rongée, rompue, insupportable aux yeux d'Aragon s'évoque. Il y a quelque chose comme une continuité dans les aléas de la vie politique à partir de cette répression et de ce travail anticommuniste jusqu'à l'arrivée d'un pouvoir qui s'appropriera le pouvoir mais qui était déjà en germe de ce que Aragon appellera une monstrueuse grossesse pendant toute cette année 39-40. Alors, il part donc, et le 2 septembre, il est mobilisé de nouveau comme médecin auxiliaire à ce 220e régiment, et le 3 octobre, il partira cette fois à Crouy-sur-Ourcq, le même jour, le jour où Aragon, donc soldat, réquisitionné de nouveau, médecin auxiliaire aux armées encore une fois, le même jour où il est donc prêt à défendre son pays malgré la répression qui s'abat un peu partout, c'est le même jour qu'a lieu la perquisition de la rue de la Frontière, qui fait partie des nombreuses perquisitions des domiciles de militants qui ont eu lieu. Et donc le domicile d'Aragon et d'Elsa Triolet est perquisitionné ce même jour, ce 3 octobre 1939. Je pense que cette coïncidence des dates est assez éclairante de la situation. C'est-à-dire qu'il est à la fois porteur de la volonté de défendre son pays, dans une histoire trouble, et en même temps on voit bien que le soldat lui-même qui va s'exposer est en même temps suspect aux yeux des autorités pour lesquelles il peut exercer. Voilà la complexité de cette histoire, et voilà le regard qu'il peut porter sur une époque qui n'est pas seulement l'imminence d'une guerre et la perte devant le fascisme, puisqu'on a déjà perdu en Espagne et qu'il en a été l'un des acteurs et l'un des témoins de cette défaite, mais où on voit bien se propager toute une série de ce que généralement apportent les guerres, c'est-à-dire de la répression, de la lutte sociale, de la lutte politique, etc. etc. Et à Crouy-sur-Ourcq arrivent alors ces quelques poèmes alexandrins, Amour, etc., dont Elsa Triolet parle, et qui permettront pour nous de suivre dans le Crève-Cœur les aléas au jour le jour, très très précis et en même temps universalisables de cette période qu'Aragon éclaire ou à laquelle il répond. Alors on peut peut-être essayer déjà de voir en quoi le Crève-Cœur est une élégie de la drôle de guerre et comment il va nous conduire d'une élégie de la drôle de guerre à une sorte de construction, se faisant, chemin faisant, d'une résistance dont on verra qu'elle peut être politique, historique, qu'elle est sans doute antifasciste, mais qu'elle est au premier chef et en premier lieu une résistance intérieure. Alors c'est un très court poème, que ce poème qui va naître d'un seul coup comme ça et surprendre. C'est un très court livre, 22 poèmes seulement, le Crève-Cœur. Il y a 22 poèmes. 22 poèmes dont on peut trouver assez précisément le centre. C'est le 13e poème qui en est le centre. C'est un poème qui se marque par quelque chose qui est une rupture à la fois dans le texte et dans les événements. Et vous voyez à quel point cette écriture va coller finalement à cette histoire qu'elle prend en charge tout en n'étant pas du tout narrative. C'est le poème qui s'appelle le poème interrompu qui est daté du 10 mai 1940. Donc c'est interrompu, dit le poème, par la mise en marche de l'armée et par le fait qu'après cette longue drôle de guerre, ça y est, le combat est là. Ce poème s'interrompt lui-même parce que Aragon, qui a dit l'avoir mis à la poste le 10 mai exactement. Alors,
une petite parenthèse érudite, j'ai un repentir à faire. Je n'avais pas corrigé dans la Pléiade les notes par quoi Aragon a souhaité accompagner très très précisément, dès la deuxième édition du Crève-Cœur en 42, les lieux et les circonstances de publication et de rédaction de ces différents poèmes. Ce qui est aussi une déclaration, cette bibliographie qui dit où ont paru les poèmes, met des dates, des lieux, et donc permet sans doute de dire cette accroche de la poésie sur l'histoire. Il y a une date qui est un tout petit peu mythologisée, tout est juste, et que je n'ai pas corrigé dans l'édition Pléiade. La correspondance de Paulan nous éclaire très très précisément là-dessus. Aragon dit qu'il a posté son poème le 10 mai, donc au moment même où il montait au combat. Il est évident que la lettre dont il est question est une lettre datée du 14 mai, donc le poème est parti le 14 mai. Comme travestissement historique, j'ai connu pire, j'ai connu de plus grandes. Bon, on peut même penser à une sorte de... Mais en tout cas, ça permet de cristalliser encore, c'est encore plus beau. Je soupçonne quand même de n'être pas seulement étourdi, mais de faire quelque chose un peu à la Victor Hugo, c'est-à-dire de faire coïncider parfaitement ce qui a été un tout petit peu disjoint dans la réalité de l'histoire. Mais Elsa Triolet cite ce poème en disant à Paulan, la dernière lettre est de Louis et du XIV, il y a un poème, etc. Donc on peut penser que c'est la seule date un peu inexacte. Et à partir de cette date, il y aura ensuite une écriture qui sera cette fois-ci rétrospective, c'est tout le deuxième versant du Crève-Cœur, puisque dans tous les poèmes de la fin du Crève-Cœur, le Crève-Cœur va revenir un peu sur les batailles, un peu sur l'Exode, mais il revient depuis un temps qui est passé. Donc on écrit au présent jusqu'à ce poème interrompu, et ensuite on écrit un peu sur le passé, avant de revenir au présent de l'amour en fin de poème. Voilà à peu près comment ce texte s'organise. Et ce texte surprend par le fait qu'en effet, ce qui est le plus magique pour nous, c'est d'abord que dès les premiers mots, on entend du Aragon. Si vous y pensez, ce 20 ans après qu'il emprunte à Dumas, est aussi, qui ouvre le Crève-Cœur, c'est aussi un terme qui va revenir très très fréquemment et qui reviendra aussi lorsqu'Aragon écrira par exemple Paris 20 ans après, en 1956, dans le roman Inachevé. Les thématiques, la chair de l'écriture, le vers, la manière de le manier, sont là, d'un seul coup, présents, et c'est l'Aragon que nous connaissons et qui n'avait jamais éclos ainsi, qui éclot de façon très étrange dans les circonstances de la guerre. On peut se dire, il n'y a pas pire que d'être soldat pour renouveler une écriture. On peut penser au contraire qu'il y a quelques éléments, sans vouloir minimiser le génie qui va trouver un instrument pour répondre efficacement à la situation historique. Il y a peut-être des éléments facilitateurs. D'abord, je crois qu'il est, d'expérience, je pense qu'il est plus simple dans une vie un peu dispersée, quand on n'a pas de continuité du tout, d'écrire de la poésie que du roman. D'abord, le roman Aragon sortait avec Les Voyageurs de l'Impériale, que Paulan va d'ailleurs publier dans la NRF, permettant d'ailleurs une reconstruction aussi financière, puisque Aragon, via Paulan, va se réconcilier avec Gallimard et que des sombres affaires où Aragon avait perdu son procès vont être réglées et que ça participera de la liberté dont pourra disposer Aragon, que ce soutien à nouveau d'un éditeur comme Gallimard, qui paiera par exemple la location de la rue de la Sourdière. Donc pendant tout le temps où ils seront dans la clandestinité, l'appartement aura été préservé par cette réconciliation. On trouve d'un seul coup notre Aragon, si l'on veut, l'Aragon fameux, mais on le trouve évidemment, nous, si on le regarde depuis celui que nous connaissons, parfaitement habillé, tel qu'en lui-même enfin, mais il est en rupture absolue avec l'Aragon des premières années, ou pas tout à fait absolu, puisqu'il y a déjà des vers qui chantonnent un peu, même dans la production surréaliste d'Aragon. Et l'instrument essentiel, la nouveauté, comme le dit Elsa, un poème d'amour, on y reviendra, c'est alexandrin, etc. Du point de vue des formes, en effet, l'enjeu majeur pour Aragon, c'est ce que dit son très beau texte qu'il écrit en avril et qu'il fera paraître séparément dans la revue de Pierre Segers, avant que ce soit la deuxième réédition du Crève-Cœur en 1942 qu'il l'adjoigne, dans le format que nous connaissons ici, c'est la rime en 1940. Et ma quarantaine en l'an 40 coïncide avec l'emploi de la rime en 1940. C'est la rime qui va être la réponse permettant à un poète de créer, qui va utiliser la poésie pour plusieurs raisons. La première, c'est sans doute que la poésie, comme je l'ai dit, est d'une écriture qui permet la discontinuité. On peut écrire un poème, un chapitre de roman, ça suppose une continuité vraiment très grande.
c'est aussi que cette poésie, elle est une arme, et elle sera une arme décisive. Lorsqu'on est un grand écrivain et qu'on est laminé d'une certaine façon par des circonstances historiques, qu'on patauge dans une situation historique, il s'agit de se reconstruire en resculptant sa voix. Et ce que fait Aragon ici, c'est bien non plus de raconter, comme il l'a fait, mais d'essayer de trouver une voix, avec toute l'orthographe que vous voudriez, X ou E, une voix pour essayer de rentrer dans cette époque, ou essayer d'affronter cette époque autrement, et sous une autre forme. Il le dit d'ailleurs très bien, je pense que la rime en 1940 est un élément essentiel de la compréhension de l'histoire de la poésie du XXe, parce qu'il ne répond pas là où on l'attendrait, par une détestation militante de l'époque qui se dirait, mais qui ne pourrait évidemment pas être publiée. Il répond par un enjeu formel, et cet enjeu formel n'est pas un habit. Il ne nous dit pas la rime en 1940, mais en fait c'est parce que je veux vous dire que je vais faire de la poésie qui va dénoncer tous ces méchants. C'est bien que la rime, un enjeu formel, est le moyen de pouvoir penser cette situation historique, qu'on a besoin de cet outil poétique, ce chaînon qui fait que les choses vont ensemble. Et cette rime, en même temps, elle est indispensable, et il y a un bilan d'une pertinence esthétique extraordinaire, et ce qui est le plus éblouissant, c'est que tout en faisant une guerre qu'il fera véritablement, il aura encore 2 décorations, tout en essayant de régler la série de problèmes et d'essayer de s'orienter politiquement et de comprendre et de prendre acte de la situation historique dans laquelle il est, dans le tohu-bohu de ses déplacements, puisqu'il aura quelques permissions parisiennes, puis des déplacements de son armée, il y a, sauf au moment évidemment des combats, où il y a cette parenthèse dans le texte, il y a la capacité à réfléchir à ce point à un enjeu esthétique décisif qui est à quoi sert la rime. Et l'essai, le petit essai très court, la rime en 1940, est un texte que je recommande à tous. Que dit-il ? Il dit que la rime est nécessaire. Alors il n'explique pas toujours très bien pourquoi, on y reviendra. La rime est nécessaire si elle a été abandonnée dans la poésie de haut vol, mais pas dans la chanson. C'est parce que la poésie exigeante, puisque ce sont les poètes qui sont devenus les premiers adversaires de la rime, ceux de la modernité, une modernité dont Aragon est le fils et qu'il continue, c'est parce que la rime était usée, parce que, et c'est un constat historique assez juste, le français a tellement fait rimer en permanence les mêmes choses qu'on ne peut plus tellement créer quelque chose de nouveau avec cet instrument. Et ensuite, il y a une étude, mais une étude digne d'un universitaire, sinon que c'est bien écrit. Et il y a une manière de dire que Apollinaire a pu la sauver par tel et tel moyen. Que les romantiques, et c'est une analyse très juste, les romantiques ont pu la sauver parfois par l'enjambement, qui permet de mettre des mots à la rime qui ne sont pas ceux qu'on attend dans la syntaxe, qu'Apollinaire a introduit une souplesse plus grande pour cela, et qu'il faut donc exploiter ces moyens, les surexploiter, puisque la réponse d'Aragon, c'est toujours, d'une certaine façon, par le haut qu'il s'en sort, les surexploiter en proposant, par exemple, de couper le mot pour que ce soit le mot puis le vers suivant qui riment ensemble, ce qu'il va faire dans le Crève-Cœur, qui porte la rime par le début et la fin du vers et plus seulement par la fin du vers. Idée très intéressante qui renouvelle le stock de mots disponibles. Si on les coupe, on peut trouver d'autres mots à utiliser que si on n'utilise que les mots à désinence qui ont déjà été laminés par 1000 ans de poésie française. Et enfin, il dit qu'il n'est pas possible, et c'est un discours qui a toute sa pertinence encore aujourd'hui, qu'il y a des mots nouveaux, qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de rime nouvelle s'il y a des mots nouveaux. Et donc on peut aussi renouveler la rime par l'introduction de tout ce langage nouveau de la modernité. Ce qui se joue dans le Crève-Cœur, j'essaierai de vous en donner quelques exemples. Et enfin, il dit que la contrainte n'est pas une contrainte et qu'elle est une porte sur ce qui ne se dit point, et que la rime est le chaînon qui relie les choses et qui fait que les choses chantent. Voilà à peu près les éléments de son argumentaire. On voit qu'il est beaucoup plus précis sur l'approche technique, explicative de comment faire une rime moderne, qu'il ne l'est sur la finalité ultime de cette rime, sinon par l'argument, qui est un argument décisif, du chant. Il faudrait y revenir ensemble parce que ça n'est pas forcément simple à comprendre. Le poème chante quand il y a de la rime, ça on en fait tous l'expérience, mais pourquoi y a-t-il à ce point besoin du chant en 1940 et pourquoi la rime est-elle devenue absolument indispensable en 1940 ? Alors on va essayer ensemble, si vous en êtes d'accord, de plonger un peu davantage dans le texte pour répondre d'abord à ces quelques questions sur cette rime. Si on prend 20 ans après, je vous le relis,
Le plus admirable pour moi, c'est qu'Aragon ne commence justement pas par nous faire une démonstration de virtuosité de l'utilisation de toutes ces rimes qu'il peut réinventer. Il y en aura un peu plus loin, et c'est les moments d'ailleurs pour moi où le crève-cœur est le moins grand. Si vous prenez par exemple le petit sonnet qui s'appelle Petite suite sans fil, il sent le travail de réinvention de la rime, le forçage pour trouver d'autres rimes. Je vous en donne un exemple. Il versum calun Brno, l'univers crache des parasites dans Mozart du lundi au dimanche, l'idiot piqueur te dédie au silence l'insultant pot pourri qu'il rabâche. Mais Jupiter tonnant, amoureux d'une vache, princesse avait laissé pourtant en rade Io, qui tous les soirs écoutera la radio, pleine d'époux bruyants de l'époux qui se cache. Bon, vous avez ri et souri. Évidemment, l'ironie et l'humour sauvent un peu les choses, mais on est quand même dans de la jonglerie et de l'acrobatie assez visible. Et en revanche, il invente des choses qu'il saura manier avec plus de fluidité plus tard. Parce que la rime qui fait rimer io, qui est en rad avec radio, qui donc remobilise de l'ancien et le fait rimer avec un instrument moderne, qui décompose les mots pour faire rimer 2 mots et pas un seul. Donc vous voyez, ça répond bien à toutes les exigences qu'il peut avoir. Ou la rime qui reprend du lundi au dimanche, c'est bien la rime enjambante cette fois, en coupant, ou bien te dédie au silence. Alors là, il triche presque un peu, le haut lyrique est un peu facile là, mais dédie au, c'est pas si mal. Cette rime donc radio, rad, io, qui est un peu acrobatique, il y en aura une encore plus belle, je crois, mais plus tard, c'est celle dans l'hommage à Desnos, qui a été chantée debout sous un porte avec un cornet de fruits, de voilà, près de mauvais temps, sous le mauvais temps près de Saint-Méry, dévisageant le monde avec effronterie, de ton regard pareil à celui d'Amphitrite. Ça glisse tout seul, il a fait rimer Amphitrite et frite. Bon. Et ça passe. Mais ça passe beaucoup plus, je crois, que radio et rad io. Donc voilà un des exemples d'une réinvention, effectivement, mais souvent sous la forme de l'ironie. Mais si vous prenez 20 ans après, qui est un très beau poème, le temps a retrouvé son charroi monotone et ratelé ses bœufs lents et roux, c'est l'automne. Le ciel creuse des trous entre les feuilles d'or. Il fait rimer, la première rime n'est pas une rime renouvelée, donc il n'y a pas la nécessité non plus de renouveler systématiquement de façon formelle et artificielle les rimes. Il y a d'abord à faire rimer, et il fait rimer ici tout de même automne et monotone au début du crève-cœur, c'est-à-dire la rime peut-être la plus attendue de toute la poésie française. Et donc il l'assume parfaitement. Et si vous prenez dans 20 ans après, je me suis amusé à les regarder. De fait, on va trouver un air idiot grâce à la radio. Il a l'air de tenir à celle-ci, et c'est une rime nouvelle. On va trouver aussi Énès passe à pénitence, Énès passe à pénitence, notre Énès, donc Nès le verbe et notre Énès. On trouvera aussi Alexandre Dumas, que tu aimas, donc le nom propre permet de renouveler le stock de rimes. Mais enfin, nous aurons tout de même nuage visage. Nous aurons existe triste, nous aurons vie des vies, nous aurons beaucoup amour, jour et toujours. Ça me paraît important de le dire parce que trop souvent, quand on éclaire par du théorique, on oublie que la force d'un poète, c'est évidemment pas de répondre à un programme. Ce programme, d'ailleurs, il l'élabore par ses premiers textes. Il n'a pas encore écrit la rime en 1940. Mais du moins, il fait appel à la rime, il va tenter de la renouveler jusqu'à l'acrobatie quelquefois, mais il y a une nécessité que ça chante. Et ça ne chante pas de la même manière, effectivement, ça peut être rythmé, ça peut parler, ça peut parfois même danser, une voix sans le vers, mais sans le vers et la rime, ça ne chante pas. Et il y a une nécessité que les choses chantent. Nécessité que les choses chantent qui a à voir avec la dislocation de l'univers autour de soi, a à voir avec la perte du monde autour de soi. Si Aragon a pris la poésie, c'est aussi pour une autre raison dont il s'est beaucoup expliqué plus tard, qui est que l'expérience de la Première Guerre mondiale lui avait dit que le roman avait été l'instrument littéraire de résistance à la guerre, de dénonciation de la guerre, et qu'il ne fallait pas rejouer le genre romanesque. Et d'une certaine façon, ce discours qu'on croit là aussi un peu abstrait, est très concret, très théorique, et très incarné. Aragon a dû demander, nous en avons trace dans la correspondance dont je vous parlais, à son chef la possibilité de publier, quand Jean Paulhan a pris ses poèmes dans la NRF.
Et il n'a pas eu de difficulté à pouvoir les publier sous son nom, à la condition que ne soient pas mentionnés les lieux où il était. Il a dû gommer notamment une référence à Crouy-sur-Ourcq, puisque c'était son endroit de cantonnement et que le secret militaire valait pour ceci. La suspicion a été beaucoup moins grande aussi, et c'est ce qui fera la poésie de la Résistance, par le fait que le censeur ne s'attend pas à ce que ce soit dans un poème, puisque le poème, n'est-ce pas, ça ne compte pas, c'est du rêve, etc., etc. Le lest de réalité n'étant pas suspecté par le censeur, la poésie était un bon moyen, en effet aussi, d'expression et de communication d'un certain nombre de discours interdits. On voit d'ailleurs dans le Crève-Cœur se mettre en place une réflexion, et le plus simple est toujours de faire appel à ce que dit Aragon lui-même, qui évidemment découvre chemin faisant ce qu'il est en train de faire, le comprend, le conçoit, a une part de projet, mais a une part aussi, comme tout artiste, de découverte dans le geste même de sa création. C'est ce qui est dit, mais c'est dans le deuxième moitié du Crève-Cœur, celle qui suit la débâcle et qui déjà a l'expérience des poèmes précédents, c'est le poème qui s'appelle Les Croisés. Vous noterez que quelques mots fondamentaux existent dans le Crève-Cœur. En troisième poème, nous avons le temps des mots croisés. En avant-dernier poème, nous avons les croisés. Il y a évidemment un jeu d'écho ici entre les deux parties coupées, comme je l'ai dit, par le 13e poème. Ce que permet la poésie, c'est aussi de rouvrir le sens, peut-être encore davantage que ne le fait le roman, en tout cas de façon plus économique. L'enjeu majeur, c'est aussi de croiser les mots, et croiser les mots pour les croiser. Je veux dire croiser les mots pour qu'ils deviennent des chevaliers combattants. Et donc il y a ici une polysémie extraordinaire. Le temps des mots croisés, c'est le temps d'avant que regrette le soldat, c'est le temps du temps où nous avions la possibilité d'être ensemble. Et le croisement sera voué, ce mot sera voué à un long avenir dans l'œuvre d'Aragon. Les œuvres romanesques sont croisées. Se croiser, c'est aussi faire couple. Et le temps des mots croisés, c'est effectivement le temps de la paix et du couple. C'est le temps de la reconstruction du couple. Mais le temps des mots croisés, le titre de ce poème dit aussi quelque chose de notre époque est un temps de mots croisés. Non plus le mot croisé du divertissement, mais le mot croisé que croise la poésie. Ces rimes qui croisent, ou qui mettent à plat, mais qu'elles soient plates ou embrassées n'y change rien, qui croisent les mots parce qu'il y a la volonté de construire ces tapisseries, de faire tenir ensemble les choses. Et quand le poème avant-dernier s'appelle Les Croisés, d'une certaine façon, les mots croisés ont produit ces croisés. Et Aragon explique très très bien que l'image des croisés, inaugurale là encore, j'ouvre une parenthèse, c'est la première apparition véritable du thème profondément médiéval. Il y en a un tout petit peu dès le début avec le charroi monotone et les rois qui l'appellent carolingiens. Deuxième erreur, l'érudit est content. Si les rois dont il parle au seuil du Crève-Cœur sont des rois qui sont mis au pas mou de nos vaches, l'image que nous avons tous en tête de ces rois tirés par des charrettes avec le pas mou des vaches, ce sont les rois feignants qui sont des mérovingiens et pas des carolingiens. Là, c'est délibérément que nous avons décidé de ne pas mettre une note de petit surgé ou de petit prof à la Pléiade pour prendre pour une fois Aragon en défaut sur l'érudition, ce qui serait quand même outrancier. Dans les croisés, à travers la figure médiévale, se joue ce qui va se jouer plus tard, dans les yeux d'Elsa, dans les autres poèmes, où toute l'imagerie des chevaliers permettra à la fois de tenir un discours amoureux qui défend une valeur dans un monde qui n'en a plus, et un discours évidemment de contrebande qui permet par la figure du chevalier de pouvoir parler du chevalier des temps modernes qui est le résistant. Il dit ceci dans le poème Les Croisés. Plus tard, quand la souveraine bannie, puisqu'il parle justement de l'appel aux croisades, eut quitté son palais, la France et ses amours, ils retrouvèrent la mémoire de ses jours et les mots passionnés de leur litanie. Éveillèrent la rime inverse des paroles du prêcheur noir et blanc qu'ils avaient bafoué. La croix a pris pour eux un sens inavoué. Sans crime, on peut nommer sans du Christ les girolles. La rime parole-girole est assez inventive. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand ça fonctionne vraiment bien, là je m'y arrête, mais elle coule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justement cette sorte d'acrobatie qui viendrait dire qu'il s'est efforcé à trouver des rimes nouvelles. Il a créé du chant, véritablement. Et que nous dit-il ? Il nous dit que la rime,
c'est l'inverse des paroles, et que la croix prend pour les croisés un sens inavoué, et il nous en donne même un exemple qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Alors je ne sais pas, on peut lancer à la cantonade. Sans crime, on peut nommer sang du Christ les girolles. Alors, donc ça signifie bien que la poésie peut dire un mot pour un autre. Et qu'on peut donc nommer sang du Christ les girolles, comme on peut nommer croisé un appel à la résistance, ou en tout cas à une résistance, comme on peut mettre un mot pour un autre, comme on peut glisser un mot sous un autre. Alors, vous voyez que le travail sur Aragon conduit à tout, une assez longue recherche sur les dictionnaires de champignons et les noms des champignons dans les provinces françaises ne m'ont pas donné, aucune région n'a eu l'intelligence d'appeler sang du Christ les girolles, ce qui m'aurait été bien utile. Aucune. Bon. En revanche, je vous livre cela, ça n'a pas donné lieu non plus à une note, mais il y a bien une appellation des girolles comme girolles ciboire, à cause de l'analogie de forme. Et donc, j'en conclus que sur l'analogie de forme de la girolle qui fait ciboire, le ciboire permettant de recueillir le sang du Christ, on peut aller même jusqu'à nommer sang du Christ des girolles. C'est-à-dire que ce serait un fusil à deux coups, une sorte de polysémie, mais vous voyez dont la force viendrait du fait qu'il en rajoute une couche dans la polysémie ou dans l'écartement des sèmes évidents. En tout cas, ici, il nous dit quelque chose de très important, c'est que la rime permet la contrebande aussi, que la poésie permet, par l'invention d'une autre manière de nommer ou par la polysémie, une contrebande. Alors, on est là dans le plus simple, si j'ose dire, j'espère. Le plus simple parce que c'est évident que s'il fait appel au poème, c'est aussi parce que les pensées interdites, le sens inavoué peut s'y inscrire. Et du coup, il y a une tradition légitime, qui a permis d'éclairer beaucoup les textes, qui cherche presque exclusivement, et dès le crève-cœur, les allusions, le clin d'œil complice, le sens sous le sens, bref, la contrebande, qui sert aussi à ce que la poésie soit dans son époque quand il y a une censure. Et il est indéniable qu'il y en a. Dès 20 ans après, dès la 4e strophe, on a souvent commenté ceci, nous reprenons après 20 ans nos habitudes, au vestiaire de l'oubli mille latudes, refont les gestes d'autrefois dans leur cachot. La mention de 1000 latudes, si on la renvoie à ce que je vous ai raconté de la répression et de l'enfermement, notamment des communistes, mais aussi des républicains espagnols, font que ce personnage de latude, ce personnage typique de l'emprisonné, est une manière, par le nom propre, de pouvoir dire effectivement quelque chose de la prison, c'est certain. J'ajouterai cependant que chez Aragon, les choses sont toujours plus subtiles. Latude a toujours été, pour Aragon, la figure du prisonnier. Je pense qu'il a lu les mémoires de Latude, mort en 1805 et qui ont beaucoup plu sous le romantisme, puisque dès 1919, alors je ne sais pas si c'est moi qui deviens fou, mais des Feux de joie, c'est-à-dire le volume poétique par quoi s'ouvre l'œuvre d'Aragon quand il est lui-même soldat de la Première Guerre mondiale, 20 ans avant, il y a la rime Latude et étude qui apparaît dans un petit poème de Feux de joie. Donc il y a aussi 20 ans après le retour de cette même rime. Un autre exemple, parce que ceci c'est vraiment je vous dis la lecture la plus simple et à mon avis pas la plus intéressante. Le poème Ombre, toujours dans la deuxième moitié, deuxième versant, qui est écrit lorsqu'il est à Carcassonne ou bien quand il est dans le château de Renaud de Jouvenel hébergé pour quelques semaines. Il y a un poème qui s'appelle Ombre qui est très clairement une dénonciation cette fois-ci du pétainisme qui s'est affiché, puisque ces poèmes datent de l'été. Et je crois que je ne vous ferai pas l'injure de le commenter. Je cite quelques strophes. Il contemplait le grand désastre sans comprendre d'où venait le fléau, ni d'où venait le vent, et c'est en vain qu'ils interrogeaient les savants qui prenaient après coup des mines de Cassandre. Il regarde la nue ainsi que les sauvages et s'étonne de voir voler, chose insensée, sous l'aile des oiseaux leurs couleurs offensées, sans savoir déchiffrer l'énigme ou le présage. Nostradamus, Cagliostro, le grand Albert sont leur refuge d'ombre et leur abétissoir. Ils vont leur demander remède pour sursoir au malheur étoilé des miroirs qui tombèrent. Leur sang ressemble au vin des mauvaises années. Ils prétendent avoir mangé trop de mensonges. Ils ont l'air d'avoir égaré la clé des songes. Le téléphone échappe à leurs mains consternées. Vous aurez entendu peut-être, malgré la rapidité, ils prétendent avoir mangé trop de mensonges, la reprise exacte du discours sur la France qui a souffert de tant de mensonges de Pétain. Donc il y a bien
grâce à la poésie, l'insertion d'un discours qu'on peut appeler de contrebande, ou en tout cas qui peut faire passer par un art qu'on pense délié de l'histoire, toute une série de discours qui servent à la possibilité de refaire sens ou de dénoncer sans être dans une polémique, mais par le biais de la subtile allusion. Cependant, je crois que ce mécanisme qui se met donc en place dès le Crève-cœur, qui sera très utile pour la poésie ultérieure, lorsqu'Aragon sera avec les yeux d'Elsa, puis dans la clandestinité, dans des poèmes de plus en plus mêlés à un acte de combat, ne rend pas compte, ne nous rend pas quitte en tout cas de ce qui se joue et qui pour moi est plus profond dans la nécessité de se reconstruire par le biais de la rime. Je donne un seul exemple d'un débat qu'on peut avoir. C'est avec un poème de la première moitié du Crève-cœur, cette fois, qui a été souvent lu dans le temps des mots croisés, comme la preuve, là encore, d'un appel au combat ou de la reconstruction d'un groupe, et non pas d'une parole lyrique un peu solitaire. Voilà ce que dit Aragon. Écoute dans la nuit, mon sang-bas et t'appelle. Je cherche dans le lit ton poids et ta couleur. Faut-il que tout m'échappe? Et si ce n'est pas elle, que me fait tout cela? Je ne suis pas des leurs. Et c'est ce je ne suis pas des leurs qui est parfois interprété, et la suite, comme la construction d'un autre camp, et d'un camp avec une lecture, si l'on veut, politique. Je ne suis pas des leurs puisqu'il faut pour en être s'arracher à sa peau vivante comme à barre l'homme de Ligier qui tend vers la fenêtre, squelette par en haut son pauvre cœur barbare. Je ne suis pas des leurs puisque la chair humaine n'est pas comme un gâteau qu'on tranche avec le fer et qu'il faut à ma vie une chaleur germaine qu'on ne peut détourner le fleuve de la mer. Je ne suis pas des leurs enfin parce que l'ombre est faite pour qu'on sème et l'arbre pour le ciel et que les peupliers de leurs semences encombrent le vent porteur d'amour, d'abeilles et de miel. Cette image très très forte de l'homme de Ligier, la statue de Ligier, Richier, le décharné qui brandit son cœur, qui pourrait, à mon avis, légitimer le titre du Crève-cœur, nous dit « Je ne suis pas des leurs puisqu'il faut s'arracher l'autre. Je ne suis pas des leurs puisque la chair humaine n'est pas comme un gâteau qu'on tranche avec le fer. » À mes yeux, il n'y a pas là l'ombre du commencement d'une lecture politique. Nous sommes dès le début dans « Nos jambes se mêlaient, t'en souviens-tu naguère, et je savais pour toi ce que ton corps faisait ». Je ne suis pas des leurs parce que l'ombre est faite pour qu'on sème et l'arbre pour le ciel. Il y a donc une sorte d'hyperlecture qui va parfois chercher, je crois, de la contrebande où il n'y en a pas. Et il y a d'abord un enjeu majeur. Croiser les mots, c'est, premièrement, tout simplement refaire couple. Elsa Triolet et Aragon ont connu deux expériences très violentes et très douloureuses dans cette période. D'abord, Aragon, et je crois que ça a beaucoup changé, ça a amplifié en tout cas, ou réassuré encore davantage ce couple dont on sait qu'il n'était pas aussi simple que le mythe le prétendait. Mais en 1938, un jour j'ai cru te perdre, Elsa, mon immortel. Il y a eu une maladie grave d'Elsa Triolet, il a bien pensé qu'elle mourrait. Et il y a l'épreuve de la séparation. Et le Crève-cœur naît d'abord, c'est peut-être dommage pour ceux qui ont l'esprit forcément complotiste, à essayer de voir toujours du sens sous le sens, mais je crois que ce chef-d'œuvre naît d'abord d'un homme séparé de son épouse, qui nous dit « j'attends sa lettre au crépuscule », et qui refait unité par le biais du poème. Et la rime est d'abord le miroir des amants, elle est d'abord essentiellement cela. Rimer, c'est retresser ces jambes qui se mêlaient, c'est refaire du couple, c'est refaire de l'unité, et c'est refaire aussi la possibilité de donner une valeur dans un univers qui semble les avoir singulièrement perdus, puisque l'absence de sens, ces rois qui errent, cette sorte d'imagerie générale que nous donne le Crève-cœur et qui me paraît très juste, si on la compare avec ce qu'en disent les historiens, d'une sorte de France spectrale, avec des êtres qui passent et qui sont les ombres d'eux-mêmes, qui évidemment sont pleins de Iago partout, et pleins de traîtres essayant de faire des choses, mais une sorte d'impossibilité de croire qu'on est véritablement dans cette réalité tant elle se défait sous les yeux et elle explosera en morceaux à partir du 10 mai jusqu'à la campagne de juin, et pour Aragon par Dunkerque et par l'éprouvante Dunkerque. Il faut d'abord refaire sens, et pour refaire sens, il faut refaire unité. Et évidemment, ce sens que je lis d'abord dans la poésie amoureuse part de l'amour, mais va au-delà de cet amour qui en même temps est une proclamation de l'amour comme valeur. La réponse d'Aragon, ça a d'abord été d'appeler un poème le Crève-cœur, et pas par contrebande parce qu'il aurait eu envie d'écrire les communistes ont raison, mais bien parce qu'il a envie d'écrire le Crève-cœur. Et c'est aussi d'inscrire à Elsa chaque battement de mon cœur, une dédicace, et de finir par
un poème d'amour à Elsa, qui apparaît de nouveau. Comme on l'avait repéré à propos de la résistance, à de nombreuses reprises dans les commentaires des spécialistes, Elsa entre dans le poème, véritablement. Elle a été dédicataire déjà des romans, mais elle entre dans le poème en même temps que la guerre. Et elle est donc, d'une certaine façon, l'affirmation, à son corps défendant sans doute, elle n'en voulait pas tant, mais elle est l'affirmation tout de même d'une valeur sur laquelle il pourra se reconstruire. Et pour moi, s'il y a un sens politique intéressant à ceci, c'est quand Aragon dit « je ne suis pas des leurs », il le dira d'ailleurs un tout petit peu plus loin, il dit aussi « je ne suis pas comme ceux qui parlent », parce que c'est une vie de caserne qui nous est donnée également. Ces heures doubles aux songes différents s'opposent à ces camarades de chambrée qui, évidemment, ont un rapport peut-être plus directement brutal au féminin lorsqu'ils l'évoquent. Donc ce « je ne suis pas des leurs », c'est aussi, et c'est d'abord et peut-être essentiellement, ce qu'il instaurera, et c'est un peu plus compliqué que ça, mais d'un culte du féminin et de la femme, et il est d'abord en hostilité relative, puisqu'il s'entendra très bien avec les hommes qu'il avait, mais en hostilité relative avec cette dimension brutale, machiste, qui a à voir peut-être d'ailleurs avec une certaine forme de machisme exploité à l'époque par les régimes totalitaires. Donc s'il y a un sens politique, c'est simplement cette affirmation du féminin et de l'importance d'une valeur fragile comme l'amour dans un univers qui a été plutôt pétri par une dimension d'une toute autre nature, mais pas tellement un message codé, caché, qu'il faudrait chercher derrière tous les vers. Mais par ailleurs, si la rime refait unité, puisque la rime permet cela, la rime c'est ce qui permet que par le retour de quelque chose de semblable, une unité se fasse, qu'on appelle la strophe. Si la rime est un instrument pour recoudre, Aragon ne cesse de nous le dire, un poème s'appelle tapisserie, d'autres s'appellent romance ou complainte, c'est bien ce tournoiement musical qui fait unité, qui permet de remettre ensemble les morceaux disloqués, harlequinés, d'une réalité incompréhensible. Il y a un travail du refaire sens qui est absolument lié au travail poétique, parce qu'il a fallu cette submersion dans un univers qui se casse, qui se disloque, pour qu'il retienne. Et pour que cet univers puisse encore tenir, bien, il faut que quelque chose assure l'unité, remette du sens par simplement cet outil qui est des choses vont aller les unes avec les autres. On va essayer de rebâtir les choses. D'où l'intérêt pour moi de regarder de très près, ils sont trop longs pour que je les lise, les poèmes qui justement affrontent cette question fondamentale du comment refaire du sens avec un paysage désastré, qui sont les poèmes de guerre à proprement parler. Aragon n'a pas écrit pendant la terrible brève campagne qu'il conduira des premiers assauts à se retrouver coincé dans la poche de Dunkerque, et puis comme beaucoup de ceux qui étaient à Dunkerque, de repasser par Douvres et l'Angleterre, puis d'être rebalancé sur la Normandie et de redescendre par la Normandie ensuite au moment de la considérable défaite, avec ce qui a été l'enfer de Dunkerque pour tous ceux qui en étaient témoins. Aragon d'ailleurs aura du mal à évoquer Dunkerque, que ce soit en poème ou dans l'écriture romanesque, et c'est peut-être une difficulté de représentation qui se joue ici. Mais avec Enfer les mines, ou Tapisserie de la grande peur, ou Complainte pour l'orgue de la nouvelle barbarie, vers la fin du texte, nous avons des poèmes qui ne cessent de tenir grâce au retour systématique que permet la poésie pour évoquer des paysages qui, eux, ne tiennent plus du tout. Le plus évident pour moi, c'est Complainte pour l'orgue de la nouvelle barbarie. Le modèle de la complainte permet de faire chanter. La complainte permet de faire des retours, et il n'y a pas seulement le retour de la rime, il y a le retour insistant de strophes, de vers entiers pour faire refrain. Il y a le refrain qui fait tenir. Mais on voit très bien, à mes yeux, que tout le travail de la poésie, c'est d'essayer de refaire un paysage lisible avec des mots dans un paysage lui-même illisible et complètement démembré. Je vous en donne que quelques exemples. Ceux qu'arrêtèrent les barrages sont revenus en plein midi, morts de fatigue et fous de rage. Sont revenus en plein midi, les femmes pliaient sous leur charge, les hommes semblaient des maudits. Les femmes pliaient sous leur charge, et pleurant les jouets perdus, leurs enfants ouvraient des yeux larges. Et pleurant leurs jouets perdus, les enfants voyaient sans comprendre leur horizon mal défendu. Les enfants voyaient sans comprendre la mitrailleuse au carrefour, la grande épicerie en cendres. Et tout le paysage qui va être déployé
va l'être sur cette ritournelle grinçante, qui n'en est pas vraiment une, mais comme s'il fallait vraiment redire les mots, parce que tout ça se défait complètement sous les yeux et qu'il faut parvenir à le faire tenir. C'est encore plus évident avec le travail de tapisserie de la Grande Peur, puisque là, le vers est le seul moyen de faire tenir cette dislocation des paysages du Nord sous les bombes et ce qu'il en reste. Le clocher qui plus jamais ne sonnera l'heure, les chariots bariolés de literie, un ours, un chat, un mort comme un soulier perdu, les deux mains prises dans son ventre, une pendule, les troupeaux échappés, les charognes, les cris, des bronzes d'art à terre, où dormez-vous ce soir, et des enfants juchés sur des marcheurs étranges, des gens qui vont on ne sait où, et tout leur dégrange, aux cheveux les fossés où l'effroi vient s'asseoir, l'agonisant que l'on transporte et qui réclame une tisane et qui se plaint parce qu'il sue, sa robe de bal sur le bras, une bossue, la cage du serein qui traversa les flammes. Nous avons tous en tête ces images, qu'il s'agisse ou des désastres ou du commencement d'un exode, où le dehors et le dedans, où les gens sont avec leur matelas sur leur voiture, où l'univers, et il y a cette superbe image qui a beaucoup retenu Henri Méchanic de la grande épicerie en cendres qu'on avait dans l'autre poème. Mais que fait-il ? Une machine à coudre intervient ici, sans doute dans le tohu-bohu de ce paysage, mais je ne la vois comme autre chose que seulement ce tohu-bohu des choses de la maison, des maisons éventrées. Un vieillard, c'est trop lourd, encore un pas, je vais mourir, va-t'en Marie. La beauté des soirs tombe et son aile marie à ce Bruegel d'enfer, un Bruegel de velours. Ce que fait le chant et ce que fait la poésie, par le jeu tapissier de la rime, par le fait de coudre ensemble, c'est d'opposer un Bruegel de velours, celui du chant, au Bruegel d'enfer, celui qui tente d'être décrit. Et donc ce qui se joue avec la rime, c'est vraiment un instrument fondamental de reconfiguration du monde réel quand le monde se détruit. Et c'est vrai, et c'est assez évident, et pédagogiquement j'ai choisi de le faire plutôt avec les paysages de guerre, mais c'est vrai aussi pour la désespérance, l'attente insignifiante et confuse, les informations à la radio débilitantes, pour tout cet univers qui s'effondre autour de lui et vis-à-vis duquel Aragon a eu à la fois le génie, la force et l'intelligence de construire un instrument qui lui permet de reconstituer quelque chose et de reconstituer une force qui, en plus, est une force chantante, en plus est une force qui est de velours et qui va également défendre un certain nombre de valeurs dans l'effondrement des valeurs et du mensonge. Alors ce qu'il veut, Aragon en 1940, la quarantaine en 1940, c'est évidemment rouvrir le sens, mais c'est aussi refermer la forme. Et c'est ces deux gestes-là qui font que la poésie est une arme, mais pas seulement une arme pour déjà appeler à une résistance qui ne peut pas encore avoir lieu, mais pour résister intérieurement, pour parvenir à trouver les moyens de reconstituer quelque chose comme un sens, qu'il s'agisse de la débâcle intellectuelle ou qu'il s'agisse de la débâcle politique. De ce point de vue, d'ailleurs, je crois que Aragon s'en est bien expliqué. Je vais vous lire un assez long texte, mais je trouve qu'il est souvent le meilleur commentateur de ses propres œuvres. En 1945, donc c'est écrit dans l'année 1945, Aragon a écrit une préface à des poèmes de Moussinac, qui s'appelait Poèmes impurs. Et Aragon a fait une préface qui s'appelle « Les mots sont lourds, par quoi j'aime et je hais ». Et je vais vous lire ce texte parce que je crois qu'il résume assez bien ce que j'ai essayé de développer sur ce point du chant. Dieu sait ce qui fait qu'un homme qui allait et venait comme tout le monde avait ses plaisirs et ses malheurs, ses moments d'inattention, ses agacements, le souci de son linge et d'une lettre restée sans réponse, l'envie de se moucher et de bousculer son voisin dans le métro, des idées, des ennuis, tout soudain s'assied et se met à écrire des vers. On me dira que ça ne se passe pas comme ça. Pourtant, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. On a beau ne pas le faire pour la première fois de sa vie, on a beau passer déjà pour des spécialistes. À chaque fois qu'on s'assied, qu'on se met à écrire des vers, il y a un petit décalage qui se produit entre le reste du monde et soi, un air de folie ou de sagesse, comme on voudra, qui vous trotte dans la tête. Il se déclenche ici quelque chose dont je ne sais jamais que quelqu'un ait rendu compte, et après tout, qui met en cause plusieurs choses essentielles, qui ne concernent d'ailleurs pas que cet homme assis pour écrire des lignes inégales, égales ou interrompues. On a beau ne pas le faire pour la première fois de sa vie. Pour mon compte, je me représente avec assez de netteté, comme d'une sorte de décision froide, d'une sorte d'horreur folle du désespoir, d'une volonté de ne pas être vaincu par les ténèbres, naquit cette résolution qui me fit, en septembre-octobre 1939, écrire les premiers vers du Crève-cœur. Il me semble que sans eux,
à cette heure noire où tout ce que je tenais pour grand, pour beau, pour bon, pour pur était traîné dans l'effroyable merde du mensonge, où s'essayaient les contre-vérités qui devaient éclater en bouquets dans la bouche balbutiante de la trahison, 9 mois plus tard, le temps d'une monstrueuse grossesse. Il me semble que, sans ces vers écrits, sans cette confidence de ma croyance répétée, de mon refus d'abandonner dans la peur policière mon sens de la dignité humaine, je n'aurais pas survécu, et l'on aurait tort de résumer cette décision et le remède trouvé d'un nom de drogue, d'y voir une manière d'évasion de l'insupportable réalité. C'était tout au contraire la mesure prise de cette réalité, la conscience du danger tenu en éveil, ma forme inventée de combat, de ce même combat qu'on mène par de tous autres moyens. Alors si c'est d'abord une poésie de la résistance, dans le Crève-Cœur, le témoignage d'Aragon nous le dit, ce n'est pas tant pour ces affaires vraiment qui sont intéressantes mais qui ne sont pas l'essentiel, de cette possibilité de contrebande qui s'élaborerait déjà. C'est d'abord parce que ça résiste, parce que quelque chose d'une subjectivité résiste et qui trouve sa voie et qui a réussi à se donner comme voie, comme valeur, et qui fait tenir ensemble les éléments de ce qui est la disparate désordonnée et qui va devenir bientôt carnavalesque de la réalité politique et historique dans laquelle il est. Je souhaiterais, pour insister sur cette dimension, prendre 3 exemples, parce qu'il faut lui laisser la parole, de poèmes qui sont pleinement des poèmes, mais qui sont aussi pleinement l'aboutissement de toute cette réflexion. L'un, c'est Santa Espina, qui est un poème qui se trouve dans les 2 poèmes d'Outre-Tombe, qu'Aragon écrit en mars 1940, et qui est un poème qui rend hommage à la Sardane, qui sert depuis au moins 1907 d'hymne, alors là encore je croise une actualité un peu brûlante, d'hymne au nationalisme catalan. Aragon n'était pas forcément un partisan du nationalisme catalan. Je pense même que ça n'aurait pas été tout à fait sa vision. En revanche, évidemment, c'est la guerre d'Espagne qui se joue à travers cet hymne, la Santa Espina, qui a été portée par la résistance, notamment à Barcelone, à l'avancée des armées franquistes. J'ai hésité d'ailleurs, pour tout vous avouer, à vous diffuser Santa Espina, pour qu'on ait tous ensemble le souvenir de cette chanson. Honnêtement, je trouve que c'est plus beau que le chant soit dans l'absence du poème et pris en charge par le poème que si je vous avais infligé la référence brutale, d'autant que souvent j'espère qu'il n'y a pas de catalan parmi vous, suivant les instrumentations, je trouve que parfois c'est un peu sautillant, c'est un peu acide, enfin c'est beaucoup moins beau que ce qu'il en dit, je trouve. Que fait-il avec Santa Espina ? D'abord, bien sûr, il y a bien un peu de contrebande. D'ailleurs, il sera obligé, ou il choisira, de retirer le mot Espagne, qui indique un peu trop précisément sa pensée, qu'il transformera en enfance. Ce qui, moi, me fait rêver beaucoup quand on sait qu'il s'appelle Aragon, et qu'il a beaucoup rêvé d'un berceau. Pour trouver le même nombre de syllabes, il y avait d'autres mots qu'enfance. Il a choisi enfance. Il y a donc évidemment un salut fait à la République espagnole. Il y a un souvenir, un témoignage aussi, de l'émotion qui a été la sienne par rapport à un chant. Il y a la volonté de mettre en œuvre la rivalité d'un chant et la reconstruction d'un chant, parce que qu'est-ce qu'un hymne ? Sinon une manière de chant pour dire qu'on est là. Que dit un hymne ? Sinon nous sommes là. Que dit l'enfant qui chantonne dans le noir ? Nous sommes là. C'est ce même chant-là qu'il essaye de construire. Et voilà ce qu'il dit. Je me souviens d'un air qu'on ne pouvait entendre sans que le cœur battît et le sang fût en feu, sans que le feu reprit comme un cœur sous la cendre, et l'on savait enfin pourquoi le ciel est bleu. Je me souviens d'un air pareil à l'air du large, d'un air pareil au cri des oiseaux migrateurs, un air dont le sanglot semble porter en marge la revanche de sel des mers sur leurs dompteurs. Je me souviens d'un air que l'on sifflait dans l'ombre, dans les temps sans soleil ni chevaliers errants, quand l'enfance pleurait et dans les catacombes rêvait un peuple pur à la mort des tyrans. Il portait dans son nom les épines sacrées qui font au front d'un dieu ses larmes de couleur, et le chant dans la chair comme une barque ancrée ravivait sa blessure et rouvrait sa douleur. Personne n'eût osé lui donner des paroles, à cet air fredonnant tous les mots interdits. Univers ravagé d'anciennes véroles, il était ton espoir et tes 4 jeudis. Je cherche vainement ces phrases déchirantes, mais la terre n'a plus que des pleurs d'opéra. Il manque au souvenir de ces eaux murmurantes l'appel de source aux sources, au soir des ténoras. Ô sainte épine,
ô Sainte-Épine, recommence. On t'écoutait debout jadis, t'en souviens-tu? Qui saurait aujourd'hui rénover ta romance, rendre la voix aux bois chanteurs qui se sont tus? Je veux croire qu'il est encore des musiques au cœur mystérieux du pays que voilà. Les muets parleront et les paralytiques marcheront un beau jour au son de la cobla. Et l'on verra tomber du front du Fils de l'homme la couronne de sang, symbole du malheur. Et l'homme chantera tout haut, cette fois comme si la vie était belle et l'aubépine en fleurs. Dans ce texte splendide qui évoque un autre chant et qui, l'évoquant, le réalise, il me semble qu'il attribue aussi évidemment à la tristesse presque déchirante de ce chant et de la défaite espagnole. En même temps, il y répond. Enfin, ce que je trouve très très fort, c'est que c'est un chant de nostalgie sur un chant, et un chant perdu, mais le chant se substitue au chant perdu, et finalement le rejoint et le retrouve pour à la fin du poème, mettre au futur ce que réalise déjà le texte, c'est-à-dire que l'homme est reconstruit par l'émotion musicale de la traversée, si, malgré une lecture un peu hésitante de ma part, vous avez pu en sentir le frisson. Il me semble que quelque chose de soi se reconstruit en même temps qu'on dit qu'un chant a disparu. Et c'est cette capacité, là encore, de résistance à la défaite et à la disparition, à la défaite comme ce qui se défait. Et donc il s'agit de faire œuvre, et il est essentiel que cette œuvre chante pour que quelque chose d'un sujet se sauve et quelque chose d'une histoire soit rendu lisible. C'est cela qui se joue dans le Crève-cœur. Alors un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la génialité de ce chant, parce que je vous ai donné ici peut-être le plus solennel, le plus beau, celui qui mobilise, mais je vous invite à relire le Crève-cœur, les 22 poèmes, en traquant tout ce qui chante. Et il y a un art poétique qui se dit aussi dans la diversité de ce qui chante, et qui est peut-être l'invention véritable de l'art poétique d'Aragon, qu'il résumera très bien plus tard, en 1956, dans le roman Inachevé, et qui, moi, ne laisse pas de m'éblouir. C'est cette capacité qu'il a à faire jouer du Racine sur de l'accordéon, et ça passe. Et ce n'est jamais seulement, de temps en temps, il peut jouer à ça, mais ce n'est pas pour le plaisir du contraste ou de la dissonance, c'est pour quelque chose de plus énorme, de plus shakespearien, c'est pour prendre la totalité du monde, et la totalité de ce qui chante peut chanter. Ça a été chanté d'ailleurs, quand c'est fini, tout recommence, toute musique me saisit, et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Mais il faut prendre en sérieux la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Je vous en donne quelques exemples. Dans le Crève-cœur, vous croiserez l'orgue de Barbarie, la radio beaucoup, des parasites qui viennent un peu troubler Mozart. Ça pourrait presque être un petit miroir du Crève-cœur, je trouve, les parasites qui viennent troubler Mozart, la virtuosité mozartienne du vers, et en même temps les parasites qui met justement ces rad io, ces mots par lesquels il fait grincer un peu, ou en tout cas il fait déraper un peu ce qui serait presque trop beau autrement. Ou bien l'inverse, la beauté qui essaye de coller désespérément des éléments qui sont épars. Mais vous avez aussi le bal des Quatzars, vous avez Nono Nanette, vous avez les publicités des petites pilules Carter pour le foie, vous avez des accordéons, vous avez des javas, vous avez... et il y a dans ce tohu-bohu quelque chose d'éminemment moderne, dont je ne vous cache pas que ça fait réfléchir quelqu'un qui écrit aujourd'hui en se disant pourquoi moi je ne suis pas capable de prendre comme ça véritablement tout ce qu'il y a dans l'époque. Et qui arrive à construire finalement une romance parfaitement audible, et pourtant ouverte à tous les vents de toutes les musiques, et qui parvient à équilibrer toutes ces musiques qui se disent, qui se font et se défont, et qui sont sans doute le véritable chant de résistance, prendre le tout d'une nation pour refaire nation et refaire unité, jusque dans le paysage, évidemment, de la poésie nationale. En effet, dans le deuxième moitié, dans ce qui est écrit lorsque Aragon est à Carcassonne, à Javerlac, et puis ils seront donc dans un moment qui, pour moi, est aussi un moment pareil, d'un midi de la pensée. Ils se retrouveront à Carcassonne autour de Paulan, de Joël Bousquet, de Gallimard qui s'y est retiré. Léon Moussinac viendra les voir. Les conversations de l'été 40, par ces gens qui vont mettre en place, d'une certaine façon, Aragon avec son expérience poétique, Paulan avec son expérience éditoriale,
ce qu'ils se sont dit dans ces quelques soirées de Carcassonne me paraît aurait dû être enregistré. Voilà, je porte la douleur de n'avoir pas le contenu exact de leurs échanges, mais on a beaucoup quand même de choses qu'on sait sur, par exemple, la discussion avec Joël Bousquet, la discussion avec Paulhan. Et dans un de ses poèmes, qui sera publié dans la revue Fontaine à Alger en 41, au printemps 41, il y a un poème qui s'appelle Zone libre dans le Crève-Cœur. Cette zone libre, c'est évidemment un jeu avec le lieu, la zone libre dans laquelle on est. Et il montre d'ailleurs qu'elle est moyennement libre. Mais c'est aussi l'espace même que la poésie est en train de créer. Et c'est aussi contre cette séparation en zones que la rime agit pour recoudre un paysage. Je crois que le mieux serait peut-être de ce point de vue de regarder d'un peu près le poème peut-être pour moi le plus beau de tout le Crève-Cœur. C'est à débattre, ça change suivant les jours, rassurez-vous. Mais quand même celui-ci il est particulièrement beau, qui va répondre à la quarantaine. Aragon, à sa quarantaine en l'an 40, il est donc un vieux soldat qui a l'expérience et qui voit avec affliction que ça recommence, et que ça recommence en pire, peut-être, d'une certaine façon, puisque le totalitarisme est encore plus horrible en face. Mais ce poème s'appelle Richard II 40. On y voit comment le bal des Quatsars, le carnaval, ça n'empêche pas non plus aussi de prendre vraiment son miel où on veut, puisque Richard II, c'est le personnage de Shakespeare, c'est ce personnage de Shakespeare de roi détrôné et défait, ce personnage qui s'enfonce dans la mélancolie, ce personnage qui, à l'acte 3, scène 2, voit son miroir brisé et son identité perdue, en autant d'éclats. C'est l'explosion subjective et la perte politique, c'est-à-dire exactement ce qui se passe en 40. C'est aussi une manière de donner un nouveau sens polysémique à quarantaine. Ma quarantaine en l'an 40, je n'en ai rien dit, mais j'ai 40 ans en l'an 40, 42, 43 ans, c'est aussi je suis en quarantaine. Et c'est évidemment ce mot de quarantaine qu'on retrouvera dans Richard II 40. Et ce texte est fondé sur le retour d'une rime insistante à travers les quintiles, grâce à une traduction géniale, là je peux le dire, du texte anglais que je ne vous citerai pas, car je massacre déjà un peu Aragon en le lisant, mais je ne vais pas massacrer Shakespeare dans un anglais que je ne prononce pas, mais qui est traduite par la traduction du fils Hugo, par qui restait roi de ses chagrins. Et Aragon, en fait, qui restait roi de ses douleurs, ce qui est 10 000 fois plus fort, il faut quand même bien en convenir, avec douleur plutôt que chagrin, on atteint un degré d'intensité beaucoup plus grand. Et grâce à ce douleur, ou avec ce douleur, il y a une rime insistante qui se fait. Que nous dit le poème ? Il nous dit ce qu'était Aragon, dans sa quarantaine en l'an 40, un homme en quarantaine, un homme dans la défaite, mais un homme qui se reconstruit, parce qu'il a su donner voix à ses douleurs. J'ajouterai juste pour plaisir que Shakespeare dialogue d'emblée avec Rimbaud, puisque le mot de haleur que vous verrez au vers 2 évoque évidemment le bateau ivre, mais évoque en écho presque renversé. Le bateau ivre, ça se veut l'histoire d'une délivrance qui va échouer. Là, on part plutôt d'une défaite qui se reconstruit. Ma patrie est comme une barque qu'abandonnèrent ses haleurs, et je ressemble à ce monarque, plus malheureux que le malheur, qui restait roi de ses douleurs. Vivre n'est plus qu'un stratagème, le vent sait mal sécher les pleurs, il faut haïr tout ce que j'aime, ce que je n'ai plus donné l'heure, je reste roi de mes douleurs. Le cœur peut s'arrêter de battre, le sang peut couler sans chaleur, 2 et 2 ne fassent plus 4 au pigeon vol des voleurs, je reste roi de mes douleurs. Que le soleil meure ou renaisse, le ciel a perdu ses couleurs, tendre Paris de ma jeunesse, adieu, printemps du quai aux fleurs, je reste roi de mes douleurs. Fuyez les bois et les fontaines, taisez-vous, oiseaux querelleurs, vos chants sont mis en quarantaine, c'est le règne de l'oiseleur, je reste roi de mes douleurs. Il est un temps pour la souffrance, quand Jeanne vint à vos couleurs, ah, coupez en morceaux la France, le jour avait cette pâleur, je reste roi de mes douleurs. Alors ce poème, dont j'ai à peu près tout dit et qui dit à peu près tout, pourrait me servir peut-être
de conclusion. Avec l'année 40, Aragon a reconfiguré un réseau de publications, a reconstruit une identité subjective et poétique, a inventé un art poétique et a su opposer les fleurs d'un cœur ouvert au désarroi d'une époque, a su trouver une voie suffisamment fragile mais suffisamment géniale pour emblématiser la tragédie d'une époque sans s'y ensevelir, pour répondre à l'époque précisément. Et j'aime beaucoup la polysémie aussi de ce que permet le nom propre. Quand Jeanne vint à vos couleurs, il s'agit évidemment du toponyme vos couleurs. Mais en même temps, vos couleurs rime avec pâleur et permet de dire qu'il s'agit de remettre des couleurs à la pâleur. C'est d'ailleurs ce qu'Aragon dira lorsque, à la fin de cette année, le 20 décembre 1940, quittant Carcassonne pour essayer de s'installer un peu mieux, Aragon et Elsa Triolet iront à Nice. Nous avons une lettre à Georges Besson d'Aragon qui dit cette chose. Il a envie d'aller voir Matisse. Et s'il hésite entre Antibes et Nice, c'est parce qu'il a envie de rendre visite à Matisse de vos couleurs, si j'ose dire. Il dit en effet ceci: dans cette extraordinairement triste époque, j'ai envie de voir des gens dont les pensées sont en couleurs. Je vous remercie. Ben écoutez, vos applaudissements me dispensent d'autres commentaires. Ils parlent d'eux-mêmes et en couleur aussi. Est-ce que vous avez, il y a parmi vous quelqu'un qui a une question, ou une remarque, pendant que nous avons notre ami Olivier sous la main, si j'ose dire. Oui, il y en a une là-bas. Oui, attendez, je passe par là. Merci. Merci beaucoup pour cette soirée. Bravo encore pour votre présentation, c'était magnifique. Et j'ai une question, parce que moi j'avais une édition qui s'appelait Le Crève-Cœur, suivi du Nouveau Crève-Cœur. Oui. Et c'est quoi cette articulation entre deux périodes? Apparemment, c'est des poèmes qui ont été écrits ultérieurement. Oui, absolument. Le Crève-Cœur, c'est donc le début de la grande salve d'écriture poétique, parce que non seulement Aragon va répondre, mais en plus il va répondre par d'un seul coup une sorte d'accélération de l'écriture poétique. À peine il a fini Crève-Cœur qu'il est en train d'écrire Les Yeux d'Elsa, et quand il écrit Les Yeux d'Elsa, il y a tous les autres poèmes, et il y a une sorte de floraison extraordinaire pendant cette période de la Résistance. Et puis, là on est après la Libération, et c'est après la Libération que, dans la volonté délibérée, puisque c'est rare qu'un poète reprenne un titre en disant le nouveau, Aragon reprend ses poèmes des années 45 à 47, 46 à 48 plutôt, et les publiera sous le titre du Nouveau Crève-Cœur, voulant sans doute, je pense qu'il y a une intention stratégique et polémique même, voulant sans doute dire quelque chose de la Libération, à refaire le titre Crève-Cœur, à reprendre le titre Crève-Cœur, quelque chose comme la désillusion de la Libération, si vous voulez. Le Nouveau Crève-Cœur est donc un poème bien ultérieur, vous voyez, il y a Les Yeux d'Elsa, Brocéliande, en français dans le texte, enfin toute la poésie de la Résistance est entre eux, et c'est bien plus tard, dans les 3 années qui suivent la Libération, que le Nouveau Crève-Cœur titre un regroupement de poèmes qui fait un recueil, un très beau recueil, plus long d'ailleurs, beaucoup plus long. La volonté de dire Nouveau Crève-Cœur dit quelque chose des espérances déçues de la période qui suit la Libération. Donc, et le jeu d'écho est délibéré aussi. C'est aussi une manière de dire j'ai inventé une manière de répondre à la guerre et puis au pétainisme, et j'essaie d'inventer une autre manière de répondre à une autre situation qui sera la guerre froide, qui est la guerre froide et ses violences aussi. Bonjour, François Keldor. Les artistes, quelquefois, ont une intuition préalable des événements politiques ou une conscience. Vous avez démarré votre exposé sur le 26 mars 1939. Oui.
Et la suite de ce que vous avez exposé sur la répression date des conséquences des pouvoirs spéciaux du 19 mars 1939. C'est extraordinaire, je trouve, sur le plan de l'alliance de la poésie et des événements historiques. Et puis, vous avez évoqué la perquisition du 3 octobre 1939, rue de la Sourdière. J'ai connu familialement, par son histoire, une perquisition qui a été formalisée dans le personnage de François Lebec, avec Nénette, une Ronéo, dans Les communistes. Et cette perquisition, il y avait dans le domicile de François Lebec, pas au lieu de la perquisition, mais la perquisition a eu lieu au lieu de l'arrestation et au lieu du domicile, il y avait la sœur d'Henri Bassis, comme quoi, qui n'a pas été arrêtée, qui a été laissée en liberté. Je voulais ajouter cette évocation. Merci. Pour ce qui est de l'intuition des artistes, j'en suis absolument convaincu, et en même temps, c'est toujours très difficile à éclairer. Ce que je tiens à dire, parce que peut-être je ne l'ai pas assez dit, mais c'est peut-être un repentir faux, c'est simplement que je l'ai dit, mais j'ai oublié de l'avoir dit. C'est à quel point, pour sortir ainsi tout armé, il fallait bien la quarantaine. Enfin, je veux dire par là que on peut suivre, je n'ai pas voulu le faire, mais l'expérience, l'accumulation d'expériences politique, intellectuelle, littéraire, stratégique, et évidemment l'ivresque de création, l'alimentation par toute la poésie, et notamment, je crois beaucoup à cette piste, je la défends toujours, et je pense que Santa Espina en est un exemple, d'un certain type de poésie historique et engagée qui s'est jouée dans la poésie espagnole, que qu'Aragon va traduire, que Aragon va aider, en aidant beaucoup les républicains espagnols. Je crois que l'alimentation de sa propre écriture, parfois un peu arrêtée par une poésie directement militante, et alimentée par ce qui s'est inventé de génial en Europe dans les années 30, et Aragon était au carrefour de ça par sa revue, tout cela explique comment il peut, dans la débâcle absolue, ressurgir comme ça. Enfin, je veux dire que le papillon suppose une chrysalide, et cette chrysalide d'expérience, elle a été tout le vécu d'Aragon, et toute cette position extraordinaire de carrefour, cette alimentation incessante, et qui sera d'ailleurs la marque d'Aragon toute sa vie. C'est-à-dire, ce renouvellement créatif suppose à la fois du génie, mais un génie aussi qui s'alimente en permanence. Et je crois que c'est l'alimentation de tout ce qui s'est joué dans les années 30 qui permet cette réussite absolue dès les premiers vers du Crève-Cœur. Oui. Merci. C'est vraiment un exposé formidable. Et je voulais vous demander à quel moment se situe la leçon de Ribérac. Alors c'est plus tard. La leçon de Ribérac, en gros, la rime en 1940 inaugure, en étant dans le printemps 40, inaugure la réflexion par laquelle Aragon va accompagner toute sa création de poésie, de résistance. Et la leçon de Ribérac, à la fois, je crois, se joue justement dans cet été 40 et dans ces rencontres pour le discours, pour le dialogue, pour les échanges qui sont les siens, mais la rédaction exacte que je n'ai plus en tête, c'est pour moi, enfin, le texte de toute façon va avec Les yeux d'Elsa, c'est-à-dire avec le volume suivant. Mais c'est évidemment dans cet été 40 que ça se joue, que ça se dessine, que les lieux d'ailleurs sont bien ceux autour desquels, par la discussion sur la poésie, par les échanges qu'il a notamment avec Bousquet, mais aussi avec Paulhan et les autres, que ça se fait. La rédaction exacte, avant la publication de la leçon de Ribérac, en même temps que Les yeux d'Elsa, c'est-à-dire pendant l'année 42 et puis la publication de 43, je peux vous en donner la date, mais il faut juste me laisser le temps de revenir parce que j'en ai plus la date exacte, je ne pourrais pas dire une bêtise. Donc la leçon de Ribérac accompagne Les yeux d'Elsa, Cahier du Rhône, ce sera publié mais peut-être que Marie-Thérèse, tu sais, toi, de mémoire? Moi aussi je dirais 42, mais rédaction 42 depuis Nice. Donc vous voyez, entre l'été 40 et 42.
Donc c'est ultérieur et ça va avec les yeux d'Elsa. Mais je vais quand même essayer de vous répondre plus clairement. Ça y est, j'ai la note. Parce que finalement, ma mémoire est exportée dans ce volume. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la leçon Ribérac? D'abord, dans Fontaine, publié avec 3 autres textes, donc une prépublication dans la revue Fontaine, qui était la revue en Afrique du Nord, qui lui permettait à Aragon de publier beaucoup quand il n'aura plus la NRF, et prépublication dans Fontaine, publication et publication donc avec les yeux d'Elsa. Page 805. Non, je voulais simplement faire de la publicité parce que... Excusez-moi, j'ai ralenti le tempo de la publicité. Alors, il faut être plus dynamique, comme les piles de carter pour le foie. Du 10 au 17 août, il y a un colloque Aragon à Cerisy-la-Salle. Oui. Voilà. Ah, je croyais que vous alliez nous dire à Ribérac, mais... oui, effectivement, il y aura un colloque. Il y a déjà eu des choses à Carcassonne, en revanche, sur Aragon. Cet été aussi? Non, il y a déjà eu. Ah, il y a déjà eu, d'accord. Carcassonne avait déjà connu son moment aragonien. Voilà, votre curiosité est satisfaite. Eh bien, écoutez, merci de votre présence. Merci à toi, mon cher Olivier. Alors, merci.